Bonjour à tous et à toutes. Le sujet de la présentation est donc l'évaluation du sport santé. Pour qui, pourquoi? L'activité physique pour la santé est efficace. Encore faut-il le démontrer. Il existe de nombreuses démonstrations scientifiques. Pour information, je vous cite le dernier papier publié sur les effets de suivre les recommandations d'activité physique sur la mortalité, toutes causes confondues. Donc, vraiment, l'intérêt, c'est que c'est une étude prospective sur une grosse cohorte, puisque c'est près de 500 000 adultes qui ont été suivis en moyenne pendant 9 ans. L'activité physique a été mesurée par questionnaire et les sujets ont été séparés par groupe d'âge. Et donc, ce que l'on voit, c'est par rapport aux sujets qui n'ont aucune activité physique, donc c'est à gauche, ceux qui ont une activité physique seulement de type renforcement musculaire, donc qui suivent les recommandations mais qui ne font que du renforcement musculaire, c'est-à-dire 2 fois par semaine, on voit que la mortalité, toutes causes confondues, est diminuée de 11%, mais ainsi que la mortalité par cancer, par maladie cardiovasculaire et par infection des voies aériennes inférieures. S'ils ne suivent que des recommandations à type d'entraînement en endurance, c'est-à-dire qu'ils font au moins 150 minutes par semaine d'entraînement en endurance, et bien là, la mortalité par rapport à ceux qui ne font rien est diminuée de 29%. Et s'ils suivent vraiment les recommandations complètes, c'est-à-dire qu'ils associent 150 minutes d'endurance plus 2 fois par semaine du renforcement musculaire, eh bien là, on a une diminution de la mortalité globale de 40%, pour la mortalité, donc toutes causes confondues, mais aussi pour la mortalité cardiovasculaire et par cancer. Par contre, pour la mortalité par infection des voies aériennes inférieures, cette fois-ci, on a une diminution de la mortalité de près de 70%. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'ils ont séparé la population en sujets sains. Et quand on regarde la mortalité globale par rapport à ceux qui font rien, la mortalité est diminuée de 44%. Par contre, pour ceux qui ont une pathologie, c'est toute la deuxième partie, eh bien, les effets de l'activité physique sont encore plus importants puisqu'on a une diminution de la mortalité globale d'au moins 45%, voire un peu plus. Donc, les effets sont plus importants chez les sujets qui ont une pathologie chronique par rapport à ceux qui n'en ont pas. C'est ce qui est aussi montré sur cette diapo, où là, à nouveau, les sujets ont été répartis en sujets en bonne santé et puis les sujets qui ont une maladie chronique. Et ce que l'on voit, c'est que chez les sujets en bonne santé, donc l'activité physique par rapport à ceux qui n'en font rien, eh bien, induit une diminution de la mortalité, toutes causes confondues, mais aussi par les deux grandes causes de mortalité que l'on connaît bien, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires et le cancer, mais aussi par diabète de type 2, par atteinte rénale, mais aussi le risque de mourir lors d'un soin, d'une hospitalisation en soins intensifs, et puis aussi ce qui nous intéresse actuellement, moins de risque de mourir par une infection des voies respiratoires inférieures, comme par une infection de type pneumonie. Et on a exactement la même chose si les sujets ont une maladie chronique. Par rapport aux sujets qui ne font rien, on a moins de mortalité, toutes causes confondues, moins de mortalité cardiovasculaire, moins de mortalité par cancer, mais aussi moins de mortalité par maladie d'Alzheimer, diabète, pathologie rénale, mais aussi par pneumonie ou infection des voies aériennes inférieures. Donc, une fois de plus, ça, c'est des éléments nouveaux, les atteintes respiratoires moins fréquentes, la mortalité respiratoire moins fréquente quand on fait une activité physique régulière selon les recommandations. Et donc, ceci est particulièrement intéressant dans le contexte sanitaire actuel. Donc, bien sûr, cette étude n'est qu'une étude de plus qui rejoint donc les constats de l'expertise collective INSERM 2019, dont la conclusion peut être résumée en une phrase. L'activité physique est un facteur de prévention des maladies chroniques, en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et toutes les preuves scientifiques existent. Il n'y a plus aucune preuve à montrer et à chercher pour montrer que l'activité physique est efficace. La question qui se pose actuellement et qui doit être l'objectif des recherches, c'est comment maintenir l'activité physique sur le long terme une fois qu'on a mis en place l'activité physique chez les sujets qui ont une pathologie chronique. La deuxième question, mais qui est aussi le corollaire de cette question, c'est quel financement pour les sujets qui ont des maladies chroniques et chez lesquels on va mettre en place une activité physique et si possible sur le long terme. On avait fait une étude avec l'Observatoire national de l'activité physique en 2019 pour savoir quelles étaient les sources de financement dans le cadre de la loi sur le sport sur ordonnance.
Et en fait, les résultats sont résumés sur cette diapo, qui peut sembler assez incompréhensible, mais en fait, elle montre tout simplement l'hétérogénéité des financements qui peuvent aussi bien provenir en toute petite partie des ARS, un peu du CNDS, un peu des directions régionales, et puis le reste, c'est du conseil régional, du conseil départemental, la commune, les mutuelles, et puis divers financements. En tout cas, le seul point commun, c'est tous ces financements, c'est qu'ils n'étaient pas pérennes. Et donc, en fait, on arrive à un paradoxe, c'est qu'on sait que l'activité physique, elle est efficace sur la santé prolongée, elle a un effet prolongé si l'activité physique est prolongée. Ça nécessite donc des financements durables pour avoir un effet durable et donc des économies sur la santé. Et donc, en fait, eh bien, pour arriver à avoir des financements durables, il faut absolument évaluer tous les protocoles d'activité physique qui sont mis en place chez les malades. Donc, pourquoi évaluer? Eh bien, on a vu déjà une cause. Comment évaluer? Et puis, quand évaluer? Donc, pourquoi évaluer? Alors, si on reprend les recommandations de l'HAS, ce que nous dit l'HAS dans l'expertise de 2019 sur la prescription d'activité physique dans le cadre du parcours de soins, c'est que l'activité physique doit être régulière et poursuivie tout au long de la vie pour être pleinement efficace et garder ses effets bénéfiques sur la santé, la condition physique et l'autonomie. Donc, les bénéfices d'une activité physique régulière se maintiennent tant que l'activité physique se poursuit. Et surtout, ce qui est important, ce que vous savez parfaitement, c'est dès qu'on arrête l'activité physique, eh bien, les bénéfices disparaissent rapidement en 6 à 8 semaines. Donc, il faut évaluer parce que ça permet de mesurer l'efficacité de l'intervention. Ça permet aussi de motiver les bénéficiaires qui voient qu'entre le début et la fin du programme d'activité physique, ils ont progressé sur leur capacité physique, entre autres, mais aussi sur des paramètres de santé. Ça permet de suivre l'évolution, donc pour les patients, comme on vient de le voir, mais aussi pour les professionnels de l'activité physique adaptée, pour le médecin qui va pouvoir voir que son patient, effectivement, s'améliore avec le programme d'activité physique, mais aussi pour les autres intervenants qui peuvent être amenés à prendre en charge le patient. Ça peut être les psychologues, ça peut être le diététicien, le nutritionniste, voire d'autres professionnels. Et puis, bien sûr, ça a un intérêt médico-économique, puisque si on peut relier les paramètres qui ont été mesurés, comme par exemple la capacité physique ou l'amélioration du tour de taille avec une diminution des soins de santé ou des coûts de santé, eh bien, effectivement, ça peut permettre de favoriser le financement de ces programmes d'activité physique adaptés. Ceci est d'autant plus important de déterminer et d'évaluer les programmes, c'est que ça peut nous aider à déterminer quels sont effectivement les composants d'un programme d'activité physique qui vont permettre le maintien de l'activité physique sur le long terme chez les patients, puisque comme vous le savez, les déterminants de l'activité physique sont complexes et multifactoriels. Si un patient ne maintient pas l'activité physique sur le long terme, ce n'est pas de sa faute à lui tout seul, c'est parce qu'il y a de nombreux éléments impliqués dans cette activité physique. Bien sûr, des éléments personnels, individuels, les facteurs extrinsèques, c'est-à-dire eh bien, la pression, on lui a expliqué que ça augmentait la pression artérielle, que ça diminuait la pression artérielle, ça améliorait son profil lipidique, etc. Mais surtout la motivation intrinsèque, c'est-à-dire quand lui va comprendre qu'avec l'activité physique, il est moins fatigué, il a moins mal aux jambes, il a moins mal au dos, etc. Les facteurs interpersonnels, c'est sûr que s'il y a un soutien social, familial ou professionnel, c'est un élément important. À l'inverse, si la famille dit au patient « mais c'est pas bon pour toi, tu es trop fatigué, tu es trop malade pour faire de l'activité physique », ou le dénigre en lui disant « tu n'es pas capable », ce n'est pas un facteur de soutien. L'environnement, s'il habite dans une zone rurale où il n'y a pas de trottoir où il peut marcher, où il n'y a pas de parc, où c'est très pollué, où il y a beaucoup de bruit, c'est sûr que ça n'aide pas à pratiquer l'activité physique. Les politiques régionales ou nationales sont aussi un facteur favorisant. S'il y a des financements, s'il y a une aide à la pratique d'activité physique, s'il y a des terrains de sport, s'il y a des parcs, et puis évidemment l'environnement global. Si on est d'un niveau socio-économique et dans un pays où le niveau socio-économique est élevé par rapport à une période de crise, etc., etc. Le suivi est aussi un élément majeur puisqu'on sait que le comportement, c'est quelque chose qui met très longtemps à changer. Il faut au moins 6 mois pour changer un comportement. Et en plus, même quand on est motivé, la rechute est fréquente. Et donc,
le changement ne se prescrit pas, un changer est difficile, l'ambivalence est normale et la rechute peut aussi arriver. Enfin, n'oublions pas le coût global et sociétal de l'inactivité physique, qui a été estimé à 5 milliards d'euros par an en France, et c'est largement sous-estimé puisque ça n'a tenu compte que du coût lié au diabète de type 2, aux AVC, aux maladies coronariennes, au cancer du sein et du poumon. Donc on ne tient pas compte des autres cancers, on ne tient pas compte de la BPCO. Donc vraiment, le coût sociétal de l'inactivité physique est un coût qui est extrêmement important. Donc, pourquoi évaluer? En fait, ça correspond à répondre au moins à 3 questions. 1, les programmes suivis ont-ils induit un changement de comportement chez les usagers? 2, est-ce un changement durable de comportement? Et troisièmement, qu'est-ce qu'on met derrière le mot comportement? Et qu'est-ce qui peut être mesuré à travers ce mot comportement? Et donc, in fine, l'objectif, c'est obtenir une prise en charge financière de l'activité physique adaptée. Donc, qui va bénéficier de cette évaluation? Eh bien, en fait, ce sont tous les patients qui vont bénéficier d'un programme d'activité physique pour leur santé, qu'on soit en prévention secondaire ou tertiaire. Donc, quels indicateurs peut-on utiliser? Alors d'abord, il faut bien connaître les principes de l'évaluation et partir du principe qu'il y a forcément une grande hétérogénéité des programmes d'activité physique santé. Ça dépend des personnes concernées, ça dépend du territoire, ça dépend du niveau socio-économique, ça dépend de la pathologie. Donc, effectivement, il faut vraiment tenir compte de cette hétérogénéité. Et donc, comme je le disais, les publics bénéficiaires sont aussi extrêmement variables. Donc, il faut que les tests soient acceptables par les bénéficiaires. Par exemple, il est hors de question de proposer un test navette à tous les patients, les BPCO, les insuffisants cardiaques. Ce n'est même pas la peine d'imaginer de réaliser ce type de test parce qu'ils ne seront pas capables de le faire. Il faut limiter autant que possible les coûts en temps humain, à la fois au niveau de la structure sport santé, mais au niveau du bénéficiaire. De même, il n'est pas imaginable de proposer des tests qui vont nécessiter 2 ou 3 heures pour les réaliser. Il faut penser aussi à la réalité du terrain, au matériel qui peut être nécessaire. Il faut absolument que ces tests soient validés et il faut que les résultats soient exploitables. Donc, en fait, il faut proposer un socle commun de tests qui permettent d'avoir une vue globale sur les dispositifs sport santé en France. Donc, les 3 grands axes de l'évaluation, compte tenu de ces éléments, vont impliquer de déterminer les caractéristiques des participants, les données de flux, c'est-à-dire le nombre d'usagers, le nombre d'heures d'APA ou de programmes d'activité physique adaptés. Sur ce deuxième point, je ne m'attarderai pas. Et bien sûr, l'efficacité de la prise en charge, c'est-à-dire les indicateurs de santé, les capacités physiques, le niveau d'activité physique et de sédentarité, et puis d'autres éléments aussi peuvent être considérés. En ce qui concerne la caractérisation des personnes bénéficiant du programme d'activité physique adapté, il y a des données générales, classiques. Quel est l'âge des participants? Quel est le sexe? Éventuellement, on peut noter la catégorie socio-professionnelle, mais ça, c'est facultatif. Qui a prescrit l'activité physique? Ou est-ce qu'il y a eu une prescription? Est-ce que c'est le médecin traitant ou un autre médecin? Est-ce que c'est une maladie chronique ou est-ce que c'est une ALD? Éventuellement, on peut déterminer de quelle ALD il s'agit, ce qui semble quand même important. Est-ce qu'il y a plusieurs ALD? Est-ce qu'éventuellement, l'activité physique adaptée est prise en charge? Est-ce qu'il y a un financement de cette activité physique adaptée? Ça, pareil, c'est facultatif. Bien sûr, les mesures anthropométriques, donc au minimum le poids, la taille et le tour de taille, le périmètre abdominal. Ne pas oublier ce périmètre abdominal, puisqu'en fait, ce tour de taille ou ce périmètre abdominal, c'est un meilleur facteur de risque que l'IMC, puisque c'est un facteur de risque cardio-métabolique bien démontré. On peut avoir un IMC normal et un tour de taille augmenté, et donc c'est un facteur de risque indépendant de l'IMC. Généralement, les sujets en surpoids et obèses ont aussi un IMC augmenté, mais ne jamais oublier de mesurer le tour de taille. Et en optionnel, si on a la possibilité, il est toujours intéressant de pouvoir aussi mesurer la masse grasse et la masse maigre par exemple, impédance-métrie. Il faut aussi mesurer le niveau d'activité physique et de sédentarité. Le plus simple est d'utiliser des questionnaires validés
d'activité physique et de sédentarité. Et de façon optionnelle, on peut utiliser des outils connectés, un podomètre, un smartphone ou d'autres mesures type le Fitbit ou autres outils connectés. Donc, les questionnaires d'activité physique, ils doivent être forcément validés et doivent mesurer à la fois l'activité physique dans les 4 domaines, c'est-à-dire niveau professionnel, à domicile, lors des déplacements et lors des loisirs, et les comportements sédentaires, même chose dans les 4 domaines, professionnels, au domicile, lors des déplacements et lors des loisirs. Donc, les principaux questionnaires d'activité physique sont le Ritchie et Gagnon. Alors, à ne pas utiliser car sa validité scientifique n'a jamais été vérifiée. Le questionnaire de Marshall, il est intéressant parce qu'il y a juste 2 questions. Il permet au médecin généraliste simplement de dépister les patients inactifs, des actifs, mais ce n'est pas un questionnaire validé et il n'a aucun intérêt pour mesurer le niveau d'activité physique et de sédentarité. Le questionnaire de Beck, même chose, il n'est pas validé et il pose un problème d'interprétation car en effet, il donne la même signification pour sédentaire et physiquement inactif. Or, ce sont 2 termes qui ont une signification totalement différente. De même, pour lui, il y a une même signification pour physiquement actif et sportif. Or, le sport n'est qu'un des composants de l'activité physique. Et enfin, il ne mesure pas les comportements sédentaires. Il ne dissocie pas non plus l'activité physique dans les 4 domaines. Donc, ces 3 questionnaires ne doivent pas être utilisés. Il reste 3 questionnaires validés qu'il faut utiliser, soit l'IPAC, soit le JPAC, soit le RPAC. Alors, l'IPAC, pour International Physical Activity Questionnaire, il existe 2 versions, une version courte et une version longue. L'intérêt, c'est que tous ces questionnaires sont validés en langue française. L'IPAC mesure l'activité physique sur les 7 derniers jours. Le JPAC, qui est celui que nous recommandons, parce qu'il mesure l'activité physique au cours d'une semaine habituelle, qui représente une semaine habituelle lors de la dernière année, lors de l'année passée. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est celui qui est utilisé dans le site Manger Bouger, je vous montrerai tout à l'heure. Et sinon, il y a le RPAC qui mesure aussi l'activité physique sur les 4 dernières semaines, qui est dérivé du JPAC. Alors, pourquoi je vous propose le JPAC? Parce que si vous allez sur le site Manger Bouger, eh bien, en fait, vous pouvez faire passer le JPAC à vos patients. Il est très, très bien expliqué et en plus, vous avez l'interprétation immédiate. C'est-à-dire qu'au début du questionnaire, d'abord, il expliquait ce que c'est que l'activité physique, ce que c'est que la sédentarité. Puis ensuite, vous avez les questions dans les 4 domaines. Alors, par exemple, ils expliquent ce que c'est que l'activité physique d'intensité modérée versus l'intensité élevée. Puis ensuite, par exemple, on questionne les gens sur l'activité physique d'intensité modérée. Donc, la question est, est-ce que vous pratiquez des sports ou des activités de loisirs d'intensité modérée pendant au moins 10 minutes d'affilée? On leur donne des exemples, ils répondent oui ou non. Si c'est oui, eh bien, on leur demande combien de jours par semaine ils effectuent une activité sportive ou d'autres activités de loisirs d'intensité modérée. Donc, il y a un curseur. Et puis après, par jour, combien de temps, combien de fois ils réalisent des séquences d'au moins 10 minutes. Il y a la même chose pour l'intensité élevée. Après, il y a la question pour la sédentarité. Donc, combien de temps par jour ils passent du temps assis, etc. Et à la fin, eh bien, vous avez le temps total passé assis, le temps total passé en activité, le temps total d'activité, le temps total d'activité modérée, le temps total d'activité intense. Et on vous situe on vous situe par rapport aux recommandations internationales et on vous donne des recommandations. Donc vraiment, c'est très simple, vous ne passez pas beaucoup de temps à l'interpréter et vous pouvez discuter des résultats directement avec vos patients. Enfin, dernier élément à mesurer, les capacités physiques, c'est-à-dire l'endurance, la force et la souplesse. Donc pour l'endurance, les tests de terrain validés et simples à faire, ce n'est bien sûr pas une épreuve d'effort maximale, c'est un test sous-maximal, et le test simple et universel, c'est le test de marche de 6 minutes, qui est le test de terrain que l'on peut réaliser partout. Et pour la force musculaire, au minimum le hand grip pour la force des membres supérieurs, et si possible, une force des membres inférieurs. Donc, pour la capacité en endurance, ce qui est proposé, c'est le test de marche de 6 minutes, que vous connaissez parfaitement. On demande aux patients de mesurer, de marcher, de faire le plus de distance possible sur un parcours de 30 mètres plat, pendant 6 minutes. Et donc, il a été validé à la fois chez les sujets en bonne santé et chez les sujets malades, à la fois des BPCO, des insuffisants cardiaques,
des sujets qui ont un cancer, des diabétiques, des sujets obèses, et il est bien corrélé à la capacité en endurance, c'est-à-dire à VO2 max mesuré en laboratoire. Si on ne peut pas avoir un couloir de 30 mètres, il est aussi validé sur 20 mètres. Bon, si vous voulez voir comment on le mesure, ce qu'on mesure à T0, ce qu'on mesure à T2, à T4 minutes après l'arrêt, vous allez sur le site internet de l'ONAPS, vous avez les références dans 2 ou 3 diapos plus loin, et le test vous est décrit. Même chose, si les sujets ne peuvent pas faire un test de marche de 6 minutes, il aurait proposé de faire le Time Up and Go test qui prend 20 secondes au maximum. Et donc là, vous avez la description de ce test. Donc l'idée, c'est que la personne est assise, elle doit se lever de sa chaise, marcher 3 mètres, faire demi-tour et revenir à la chaise. Et si la personne ne peut pas faire ça en marchant normalement, eh bien, elle peut utiliser une aide à la marche, comme la canne ou le déambulateur. L'intérêt de ce test, c'est qu'en fait, c'est à la fois, elle mesure à la fois la vitesse de marche, la force musculaire des membres inférieurs, l'équilibre, et puis aussi les consignes de compréhension, enfin, les capacités de compréhension de consignes relativement simples. Euh, Ce test est intéressant parce qu'il mesure, il est corrélé au risque de chute, il est corrélé aussi à la vitesse de marche, puisqu'il mesure aussi la vitesse de marche. Et donc, en cas d'impossibilité de mesurer, comme je le disais, de réaliser un test de marche, c'est une bonne option à réaliser. Puis chez tous les sujets de plus de 65 ans, il est recommandé de faire le Short Physical Performance Battery, qui à la fois qui permet en fait de dépister la fragilité, qui comprend à la fois un test d'équilibre, un test de vitesse de marche et un test de levée de chaise. Donc qui mesure à la fois le test de vitesse de marche qui est corrélé en fait à l'endurance, pour l'équilibre on comprend bien, et le test de levée de chaise qui va permettre de mesurer la force des membres inférieurs, mais aussi la coordination des membres inférieurs. Alors, si vous voulez voir en détail comment on réalise ces tests, vous avez le site de l'ONAPS et vous allez sur la boîte à outils. Pour la force musculaire, le test qui est le test de référence, c'est le hand grip, donc, qui mesure la force de préhension des membres supérieurs. Bon, normalement, qu'on peut acquérir, ça vaut à peu près 100 €. Mais bon, parfois, quand il y a des unités sport santé qui sont dispatchées sur le département en 15 ou 20 ou 30 groupes, c'est pas facile d'en avoir pour tout le monde. Donc, on peut utiliser d'autres tests. Et souvent, le meilleur test à utiliser, c'est le test assis debout, bras croisés, où le patient, en fait, est assis et donc doit se lever 5 fois. Il croise les bras et essaie de se lever de la chaise, et ceci 5 fois. Et on mesure en fait le temps requis pour réaliser 5 levées de chaise. On peut le faire aussi avec 10 levées de chaise. Et pareil, ce test va mesurer à la fois la force des membres inférieurs, mais aussi d'autres aspects de la motricité tels que le contrôle postural et l'équilibre du patient. Il est souvent utilisé aussi chez les personnes âgées et il est bien corrélé effectivement au risque de chute. Et enfin, au niveau de la souplesse, le test de flexion du tronc que vous savez réaliser. Donc, en fait, le fait de réaliser ces tests permet de mesurer la condition physique et le fait de les mesurer au début et à la fin de la condition physique. Alors, pourquoi mesurer ces tests? Eh bien, parce qu'on sait maintenant et depuis longtemps que la capacité en endurance, c'est le premier facteur pronostic de mortalité et de morbidité, qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit malade. Et maintenant, les papiers montrent clairement que cette capacité en endurance, c'est un signe vital. Ça veut dire qu'il doit être mesuré de la même façon, systématiquement, de la même façon qu'on mesure l'IMC, le tour de taille ou la pression artérielle. Et aussi bien, comme vous le voyez en haut, chez les adultes, comme chez les enfants. Donc, c'est vraiment considéré comme un signe vital, comme un indicateur vital qui devrait être mesuré systématiquement. Pourquoi? Parce que quand on mesure la capacité en endurance, on mesure la consommation maximale d'oxygène et en fait, elle reflète à la fois la capacité, le statut fonctionnel du système respiratoire, cardiovasculaire et musculaire, et in fine, la capacité qu'ont les mitochondries à utiliser l'oxygène. Et on sait depuis les années 2000 qu'il y a une corrélation en fait, entre la capacité, la consommation maximale d'oxygène et le risque de mortalité. C'est ce qu'avait montré le premier papier de Myers en 2000.
qui avait mesuré la consommation d'oxygène chez des sujets en bonne santé, ces sujets noirs, et des sujets qui avaient déjà une pathologie cardiovasculaire, infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, hypertension artérielle pulmonaire, et qui avait montré qu'entre ceux qui ne pouvaient pas augmenter leur consommation d'oxygène de plus de 5 fois par rapport au repos et ceux qui pouvaient l'augmenter au moins 10 fois, eh bien, la mortalité était multipliée par 4,5, qu'on soit normal ou en bonne santé. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est dès que vous augmentiez votre capacité en endurance de 1 mètre, c'est-à-dire de 3,5 km/min, c'est rien du tout, vous diminuez la mortalité. Puis avec des méta-analyses, on retrouvait exactement le même chiffre, une diminution de la mortalité globale, dès qu'on augmentait la capacité en endurance de 1 mètre, qu'on soit jeune, qu'on ait 70 et 80 ans, qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit malade, qu'on ait un DT2, une obésité, une BPCO, une maladie cardiovasculaire ou un cancer. Donc vraiment, il ne suffit pas grand-chose pour diminuer les risques liés à une diminution de la capacité en endurance. Maintenant, on a de grandes études épidémiologiques qui montrent que la force musculaire mesurée donc, par le grip strength, donc la force de préhension de l'avant-bras, est associée à la mortalité. La plus grosse étude, c'était une étude qui était sortie dans Lancet en 2015. C'est la première étude qui avait corrélé en fait la mortalité avec la force musculaire et qui montrait que la force musculaire de ce membre supérieur était le premier facteur de risque de mortalité avant la pression artérielle chez des sujets en bonne santé ou des sujets malades. Et puis là, on est sorti récemment, en fin 2019, une méta-analyse qui porte donc sur plus de presque 40 000 participants, qui montre que quand on compare les sujets, la force toujours mesurée par le grip strength, quand on compare la force entre les sujets qui ont la plus faible, la mortalité entre les sujets qui ont la plus faible force musculaire versus ceux qui ont la plus forte force musculaire, et bien que la mortalité par cancer est multipliée par 2,4, c'est énorme, d'habitude on est à 0,6, on est à 60%, la 2,4, la mortalité par BPCO est multipliée par 1,36, par pathologie rénale par 1,8, donc presque 2, par risque de pathologie aiguë par 2,6 et par pathologie métabolique ou cardiovasculaire par 1,6. Donc, vous voyez que la force musculaire est vraiment corrélée au risque de mortalité des causes les plus classiques, cancer et maladie cardiovasculaire, mais aussi pathologie métabolique, pathologie rénale et BPCO, et risque d'avoir aussi de mourir en soins intensifs. Et ceci, qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit malade, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, qu'on soit obèse ou qu'on ait un IMC normal. Et voilà. Et enfin, toutes les études d'intervention ont montré que quand on augmentait la force musculaire, eh bien, la mortalité globale diminuait, mais aussi que la masse, bien sûr, et la qualité musculaire augmentait, le métabolisme de base augmentait, la masse grasse viscérale diminuait, la sensibilité, donc la résistance à l'insuline diminuait, la pression artérielle systolique de repos diminuait et le profil lipidique s'améliorait. Ainsi maintenant que le métabolisme du glucose. Et ceci, quel que soit l'âge, le sexe, l'IMC, qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit malade. Donc vraiment, il est important de mesurer ces deux paramètres, capacité en endurance et force musculaire. Alors, est-ce qu'il faut recueillir d'autres paramètres? Il nous semble important de mesurer le bien-être, au moins par un questionnaire de bien-être, le SF36 ou le SF12, un questionnaire de santé perçue, il y en a un là qui est assez simple en 6 questions, mais vous pouvez utiliser tous les autres questionnaires que vous avez, qui vous intéressent, un questionnaire sur le sommeil, le stress, l'anxiété, les douleurs, l'alimentation. Alors, le plus simple, c'est d'utiliser des échelles visuelles analogiques de 1 à 10, et les sujets se classent entre pas du tout et extrêmement. Et comme ça, vous voyez le score évoluer entre le début et la fin, et ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors, quand faut-il faire ces évaluations? Bien sûr, au début et à la fin du programme, et puis bien à distance de l'arrêt du programme, donc généralement 6 mois à 1 an après la fin du programme. Alors, à distance de la fin du programme, on peut éventuellement ne pas faire une mesure des capacités en endurance et de force, ce n'est pas toujours évident. On peut se contenter de questionnaires qui sont envoyés
par email ou par téléphone. Pas toujours facile de faire revenir les gens. Mais si on peut avoir des mesures objectives, c'est encore mieux. Dans tous les cas, il faut faire un compte-rendu d'abord au patient et puis aussi toujours au médecin, hein, puisqu'on se trouve dans un dialogue entre le professionnel de l'activité physique et sportive et le médecin, de façon à maintenir l'activité physique de façon durable et d'avoir une santé durable. Et puis les nouvelles perspectives, à quoi sert cette évaluation? Cette évaluation, elle permet que maintenant, on est dans le cadre de l'article 51, donc c'est l'article qui est dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, qui favorise l'expérimentation en santé et l'innovation du parcours de soins, et qui permet donc d'expérimenter en santé et proposer de nouveaux parcours de soins qui ne sont pas financés actuellement, dans le cadre de projets innovants, et c'est le cas de l'activité physique adaptée, qui est dans certains, donc il y a certains articles 51 qui ont été retenus pour des financements d'activité physique adaptée pendant 5 ans, hein, moyennant évidemment une évaluation, mais où le parcours d'activité physique, tout le parcours et tout le programme d'activité physique est financé pendant 5 ans, parce que les travaux qui avaient été faits avant et l'évaluation qui en avait été faite avaient montré que c'était efficace. Et de ce fait, c'est le cas du parcours As du cœur, donc un projet de réhabilitation cardiovasculaire. Il y a aussi des articles 51 dans le cadre de la prise en charge du cancer, où il y a de l'activité physique. Et parce qu'il y a une évaluation, et bien l'activité physique est financée. Donc en conclusion, l'évaluation fait vraiment partie de la prise en charge de l'activité physique adaptée, mais elle nécessite un socle commun de tests qui reposent sur des bases scientifiques validées. Voilà, je vous remercie. Ah, donc, on n'a pas entendu la félicitation de ta présentation et tout ça. Tu n'as rien entendu. Bon, bah tant pis. Tu ne parles pas d'intensité d'activité physique. Or, bon, en cancéro, c'est tellement prouvé partout que si tu ne passes pas un certain seuil, tu n'obtiens pas de résultat. Et là, tu ne nous en parles pas. Il ne faut pas essayer d'exiger un certain seuil parce que, OK, l'activité modérée, l'activité forte, mais on a l'impression qu'on laisse quand même l'individu, la personne faire un peu, du moment qu'elle fait quelque chose, c'est déjà bien. Mais enfin, en maladie chronique comme le cancer, on n'a pas cette impression. Et ma deuxième question qui rejoint un peu celle-là, tous ces tests, OK, ça permet de voir la modification dans le temps et si on a un effet positif. OK, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui se servir de ces tests pour programmer l'activité physique? Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, nous, on a fait des études, mais on l'a fait qu'avec le CPET, on ne s'est pas servi du test de 6 minutes. Est-ce que des gens s'en servent? Est-ce que tu t'en sers? Est-ce que ça vaut le coup? Voilà, point d'interrogation. D'accord. Ah oui, oui, alors je vais commencer par la deuxième. Bien sûr qu'on peut se servir de ces tests pour programmer l'activité physique. Nous, on s'en sert complètement. On se sert du test, parce que par exemple, quand on fait le test de marche de 6 minutes, on va mesurer la saturation en oxygène, on va mesurer la fréquence cardiaque au début, à l'arrêt, 2 minutes après et 4 minutes après. Donc on voit bien la récupération. Il y a l'échelle de Borg aussi, pour les gens mesurent la difficulté, etc. Donc nous, ça nous donne effectivement un niveau de départ en endurance. Et à partir de ça, on va programmer les entraînements en endurance. Et au niveau de la force aussi, on va avoir une idée de la force musculaire et on va adapter effectivement le programme qu'on va leur donner. Donc effectivement, ça nous permet de situer les patients et d'adapter le programme d'activité physique qu'on va leur proposer. Donc ça c'est aussi une base extrêmement importante. Pour la première question, l'intensité, l'intensité, on l'a sur le questionnaire d'activité physique. Tu as la quantité d'activité physique qui font en termes d'intensité modérée et de forte intensité. Donc, on est déjà, quand on utilise les questionnaires que j'ai proposés, le JPAC, l'IPAC ou le RPAC, tu as très bien renseigné le temps passé en activité physique d'intensité modérée ou de forte intensité. Donc, effectivement, tu sais parfaitement ce qu'ils font. Par ailleurs, je suis d'accord qu'il faut, de toute façon, avec les entraînements, ils font du modéré ou ils font de l'intense. Mais donc ça, c'est les recommandations que tu vas leur donner. Mais les recommandations que tu vas leur donner, ce qui manque aussi,
mais ça, tu l'as un peu avec la mesure de sédentarité, c'est l'activité de faible intensité, mais tu ne peux absolument pas la mesurer sur un questionnaire. Tu peux la mesurer sur des mesures d'accéléromètre, mais que tu te feras qu'en recherche, donc ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, tu peux travailler là-dessus parce que tu peux dire que tout le reste, c'est du temps passé assis. Et que le temps passé assis, il faut le substituer par de l'activité qui peut être soit du modéré, mais aussi du léger, donc de la déambulation. Moi, je préfère qu'il soit debout et qu'il bouge pendant 4 heures que de rester assis. Et les nouvelles études montrent que maintenant qu'on commence à avoir beaucoup d'études avec du recul de 10 ans sur les accéléromètres, vraiment la mesure de l'activité légère montre que l'activité légère peut aussi, en tout cas dans les pathologies métaboliques et cardio-métaboliques, a aussi un effet. Seulement là, ce n'est pas 30 minutes qu'on te demande, c'est 4 heures d'activité légère. Mais c'est aussi intéressant. Françoise Archambault, bravo et merci pour cette interview sur les bienfaits de l'évaluation de l'activité physique. Je voulais te poser une question. Est-ce que tu as des outils simples pour évaluer le suivi du programme? Les accéléromètres, ce n'est pas possible, mais maintenant, les smartphones sont quand même pas mal équipés, même s'ils ne sont pas tout à fait fiables. Mais c'est un outil aussi quand même qui me paraît peut-être intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Bonjour Françoise. Ouais, le problème du smartphone, le gros problème du smartphone, c'est qu'il faut l'avoir sur soi et dans sa poche. Or, ton smartphone, tu l'as pas surtout si tu es une femme, tu n'as pas de poche, tu ne le portes pas dans ta poche. Le smartphone, quand tu arrives à ton bureau, tu le poses, tu ne l'as pas sur toi toute la journée. Donc, le smartphone, à mon avis, n'est pas un bon outil. Par contre, le Fitbit, les bracelets que tu as à la main, ça donne une bonne idée. Mais en fait, en gros, ça donne une bonne idée plus sur le nombre de pas qu'autre chose. Mais oui, ça peut être un bon indicateur. Oui. Pour les patients, ça peut les motiver aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, surtout, c'est que ça leur donne une idée par rapport à eux-mêmes et qu'ils voient effectivement à quel point ils en font peu ou à quel point, effectivement, pour certains, c'est très motivant, hein. Tous les petits bracelets type Fitbit, d'abord, ça coûte pas cher et c'est assez motivant. Moi, j'avais posé une question sur les autres tests qui peuvent être faits éventuellement. On a bien compris qu'il y avait une base qui avait été présentée sur les tests de préhension, les tests de 6 minutes marche ou ceux qui peuvent remplacer, le test de souplesse. Je voulais savoir éventuellement aussi sur les tests d'équilibre et accessoirement de mobilité scapulo-humérale, etc. C'est d'autres tests qui sont faits. Je voulais savoir s'il y avait un intérêt à les faire et si simplement déjà au moins ces tests de base qui ont été présentés suffisent. C'est la base. Après, vous rajoutez tout ce que vous voulez. S'il y a quelqu'un qui a mal à l'épaule, il faut voir effectivement son épaule, mais c'est pas besoin de les faire systématiquement. Puis tout le monde sait pas examiner une épaule. Donc c'est la base. Après, vous rajoutez tout ce que vous voulez, mais après, ça dépend de la formation des gens qui vont faire ça. Oui, Marie-Laure Carrière. Une autre question, oui. Une question, c'est sur l'évaluation du temps assis. Donc, est-ce que généralement, on s'attendrait à ce qu'il soit sous-estimé? Et quelle est la méthode la plus, je dirais, la plus efficace pour l'évaluer le mieux possible? C'est simple, hein, on pose la question à la personne. Voilà, dans une journée, entre le moment où vous levez et le moment où vous vous couchez, combien de temps vous passez assis au travail, s'il travaille? Qu'est-ce que vous utilisez comme déplacement? Donc les déplacements passifs, vélo, voiture ou transport en commun, et combien de temps il passe dans les déplacements, dans les transports? Et puis quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites? Donc combien de temps vous passez le soir, vous faites quoi? Donc en gros, c'est souvent 4 heures derrière la télé, derrière les écrans. On arrive en moyenne à 10 heures assis. Donc voilà, il faut compter tous les éléments et on arrive très vite à 10 heures. Oui, ce que je veux dire, est-ce qu'on lui fait compter tous les éléments sur une semaine pour avoir une moyenne? Voilà, vous lui faites compter un jour de semaine et un jour de week-end, un dimanche, s'il ne travaille pas le week-end. Une dernière question, parce qu'il faut qu'on avance, vas-y Françoise. Est-ce qu'il y a des études qui valident l'intérêt des fitness balls, enfin des switch balls, pour lutter contre la sédentarité? Oui, alors on est en train de faire une méta-analyse. En fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Okay. Voilà. En fait, si tu veux, l'intérêt de tout ça, c'est qu'au moins, voilà. La méta-analyse montre que, en gros, quand tu as un Swiss Ball, tu augmentes ta dépense énergétique de 4 kcal par heure. Donc, c'est peanuts.
Par contre, l'intérêt, c'est que au moins tu tiens ton dos droit. Tu n'es pas avachi sur ton siège, parce que sinon tu ne tiens pas sur ton Swiss ball. Et la deuxième chose, c'est que bon, si tu as l'habitude un peu de t'en servir, souvent les gens, quand ils ont le Swiss ball, ils gesticulent un peu sur le Swiss ball, quoi. Tu as tendance à bouger un peu, tu as tendance effectivement à bouger un peu les cuisses, à essayer de les serrer. Et quand tu as un peu l'habitude, tu sais que tu peux t'étirer un peu dessus, tu peux travailler un peu tes jambes. Ouais. Mais en soi, si tu veux… En soi, il y a pas de, ça ne lutte pas contre la sédentarité. Non, non. Ok, merci. Mario et Nissa, vous avez la parole. Oui, pardon, je voulais juste savoir, oui, parce que vous avez précisé pour adultes et seniors, on a eu des indications, vous avez dit hors enfants, ados. Donc, est-ce qu'il y a aussi des préconisations de batterie de quelques tests qui pourraient être utilisés pour ces publics-là? Pour les enfants, en fait, pour les enfants, le test de marche de 6 minutes n'a aucun intérêt. Donc, normalement, c'est le test navette. Et puis, pour les plus petits, c'est des parcours où, en fait, ils vont sauter, ils vont faire de la coordination, ils vont lancer un ballon. Donc, on teste la motricité, on teste la coordination, on teste l'équilibre. Donc, c'est associé, en fait, ces deux types de tests, quoi. Très bien, merci beaucoup. Merci.